Il m'a dit: «Tu déposes plainte, t'es morte, je te tue». Tout a commencé, on va dire, par un conte de fées. Je venais d'être, diplômée, d'une école de commerce. J'ai trouvé un premier travail, dans l'immobilier et là, je suis tombée sur, la personne qui allait être mon futur conjoint. Pourtant, il était en couple et finalement, il a quitté sa compagne pour moi. Vu qu'il vivait chez sa compagne et qu'il était à la rue, bah, du coup, je me suis dit: «Bah, le pauvre, c'est peut-être un petit peu à cause de moi qu'il est dehors», donc je lui ai proposé de venir vivre chez moi en attendant qu'il trouve, un nouveau logement et puis finalement, on s'est plus quitté. C'est vrai que c'était quelqu'un qui était jaloux. Très souvent, il y avait quand même des réflexions. Là, tu vas être avec tel commercial, fais attention, il va vouloir coucher avec toi. Parfois, c'était un petit peu lourd, mais je me disais, lui-même, c'est de la jalousie, on va dire, gentille par amour. Donc bon, jusqu'à ce qu'on arrive au 4e ou 5e mois, il était parti en soirée, il est rentré, j'ai pas compris ce qui s'est passé, et il m'a sauté dessus, il m'a giflé. Et le lendemain, quand je lui ai demandé des explications, il m'a dit: «Oui, mais c'est parce que j'étais ivre, tu comprends». Et moi, ça a été une de mes erreurs, c'est que j'ai pardonné cette première gifle en me disant: «C'est pas de sa faute à lui, c'est de la faute de l'alcool». Lui, il s'était acheté un appartement, donc il voulait que je quitte forcément le mien. Et j'ai eu quand même un petit doute en me disant: «Bon, si je vais chez lui, est-ce que tout va bien se passer?» Et on est partis en vacances et là, j'ai eu la demande de fiançailles en Grèce, enfin tout était beau, tout était merveilleux. Je me suis dit: «Bah voilà, c'est une nouvelle vie qui va commencer à 2». J'ai emménagé chez lui et là, ça a été le début d'un vrai cauchemar où dès le premier soir, il m'a dit: «Non mais t'es chez moi, tu vas apprendre à fermer ta gueule». Il rentrait en plein milieu de la nuit. Si j'osais lui demander où il était, bah forcément je me faisais insulter. Ça déclenchait des disputes et il me sautait dessus et là il m'étranglait. Donc il me rabaissait beaucoup. «Fais attention à ton poids, tu petite, donc si tu prends 4-5 kilos, ça va se voir». Il disait que j'étais qu'une bolosse, qu'une merde. Bah en fait je le croyais. Il me disait: «Regarde, personne veut de toi, à part te baiser, est-ce qu'un mec voudrait de quelqu'un comme toi?» Je perdais complètement confiance en fait en moi, j'étais déroutée, je savais pas véritablement vers qui me tourner. Et puis au bout d'un moment, il y a la honte. Vous allez pas dire aux gens: «Ah, bonjour, voilà, mon conjoint me frappe», et je mettais pas du tout le terme de victime de violence conjugale puisqu'à l'époque, bah, on n'en parlait quasiment pas. Je me disais aussi que ça se passait peut-être que chez les autres. Quand je vivais chez lui, je me suis retrouvée plusieurs fois à la porte. Il m'a dit clairement: «Tu dégages de chez moi». Vous vous retrouvez toute seule dans votre voiture, vous attendez que la nuit passe et au bout d'un moment, vous avez l'impression d'être vidé, de n'être plus rien, jusqu'où il y a eu une première intervention de police. Il m'a sauté dessus, il a essayé de m'étouffer avec un oreiller. Ça a frappé à la porte et après il s'est enfui et les voisins ont appelé la police. J'étais en plan par terre. Les policiers en fait m'ont demandé ce qui s'est passé, j'ai minimisé et ils m'ont conseillé de partir et de le quitter. Donc forcément, le lendemain, il me demande si j'ai déposé plainte, je dis non. Il me dit: «Je vais te dire, de toute façon, si tu dis quelque chose, que c'est toi qui as commencé et que c'est de ta faute». Et ça, c'est vrai que je me dis: «Peut-être que c'est de ma faute et que je l'ai cherché». Et du coup, on en est venu quelques mois après, en septembre, où là, le matin, franchement, on s'est disputés, j'ai pris 2 gifles de trop. Donc du coup, je l'ai quitté. Quelques mois après, il est revenu vers moi, sur mon lieu de travail. «J'ai pas arrêté de penser à toi, tu es la femme de ma vie. Je suis malheureux sans toi, j'ai vraiment envie, voilà, de changer». Et j'ai craqué parce que je me suis dit: «Dans la vie, on a tous le droit à une seconde chance», et je l'ai cru. Je suis tombée enceinte et il avait l'air d'être heureux. J'ai vu des étincelles dans les yeux, il me dit: «C'est le moment». Et enceinte, je pensais même pas possible que son conjoint, le père de votre enfant, puisse vous toucher. Et là, ça a repris. J'ai été étranglée en étant enceinte, j'ai été tirée par les cheveux. Je me suis sentie dans un moment de solitude puisque moi, je disais à tout le monde et je le pensais: «C'est un homme nouveau». Et quand les coups ont repris, en fait, je me suis transformée quelque part en menteuse. J'ai accouché un lundi. Le mardi, mercredi sont ses jours de repos, donc j'avais pensé qu'il serait là le mardi, mercredi, sachant que je ne bougeais plus les jambes, je suis dans un état catastrophique. Et lui, lundi soir, il me dit: «Ah non, mais là, Laura, j'ai un lancement commercial, je travaille demain et mercredi. C'est comme ça, tu vas pas me faire chier lundi, mardi au travail». Et moi, je suis là, sur mon lit, je souffre, et il est pas là. Les violences physiques ont repris quand même, voilà, assez rapidement, ça des bousculades, des gifles. Quelque part, j'avais l'impression que je lui appartenais. On est une famille, on a la petite, hein. Tu vas pas me dire: «Ouais, tu vas me quitter, je te quitte, je dégage de l'appartement», non. En gros, tu fermes ta gueule, c'est comme ça, on est une famille. Moi, je me faisais, taper, étrangler, et parfois, souvent, ça réveillait ma fille. Donc ma fille, elle était, tout bébé, qu'elle assistait déjà, en fait, à des scènes de violence. Ensuite, il y a eu une deuxième intervention de police au domicile de sa mère. Il est rentré, alcoolisé, et je lui ai fait une réflexion, en fait, sur sa consommation d'alcool et sur l'heure à laquelle il arrivait. Et là, j'ai pas compris, il m'a sauté dessus devant sa mère. Il a commencé à me frapper, il m'a étranglée, j'ai hurlé. Là, je sais pas, j'étais en train d'étouffer. C'est dire à sa mère de: «Mais faites quelque chose, appelez la police, j'en sais rien, votre fils est fou». Elle est restée là, elle a pas bougé. Son fils aurait pu me tuer devant elle. Elle a pas levé le petit doigt. C'était un appartement ancien dans Paris, donc forcément tout s'entendait. C'est les voisines qui ont frappé, qui ont hurlé. C'est ce qui a fait arrêter qu'il m'étrangle, et il s'est enfui. J'étais en état de choc, de sidération, j'avais mal, je venais de me faire étrangler. Ils m'ont dit: «Il faut aller tout de suite au poste».
pour déposer plainte. Et j'ai pas réussi. Voilà, j'avais que quelques minutes pour me décider et j'y suis pas allée. Il y a la 3e intervention de police où il rentre alcoolisé. Je me lève, on se dispute, il me bouscule, je fais c'est bon, ça sert à rien de parler avec lui. Je retourne me coucher dans la chambre et c'est vrai que ma fille dormait dans notre lit. Et en fait, il a pris une bouteille d'eau froide et nous l'a balancée et c'est elle qui a tout pris. Elle se prend la bouteille d'eau froide, bah ça la réveille, elle se met à hurler. Et là, je lui dis clairement mais dégage, dégage. Enfin, je lui dis mais t'es un malade. Et là, je sais pas, j'ai eu peur, j'ai vu son regard noir. Les souvenirs, c'est j'ai appelé mes parents. Et là, je l'ai vu arriver et là, il m'a dit, il a brandi son club de golf, il m'a dit, je vais te tuer. Et là, je me suis mise à genoux, il y avait ma fille qui était trempée, qui hurlait, et là, je l'ai supplié de ne pas nous tuer. Il m'a mis le club de golf sur la tête et m'a dit, non, 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 tu mérites que je te tue. T'as appelé tes parents. Je vais tuer qui en premier, à ton avis? C'est ton père ou ta mère qui va rentrer en premier? Chose qu'on ne savait pas, c'est que mes parents avaient appelé la police. Donc en fait, quand mes parents ont ouvert la porte, mon père est rentré, il lui a repris le club de golf. Et après, ma mère est arrivée, ça a été très rapide tout ça avec la police. Du coup, mais je n'avais pas de traces visibles à part que j'étais mouillée, que ma fille était trempée. J'ai quand même eu le déclic. J'ai demandé aux policiers si je dépose plainte, quelles seront les poursuites. Bah, il m'a dit, les menaces de mort avec le club de golf, c'est à huis clos. Il n'y a pas de témoin. Donc je me suis retrouvée le lendemain soir seule avec lui. Il m'a dit, tu déposes plainte, t'es morte, je te tue. Tu sais, mon père était policier, je connais le système judiciaire par cœur, je te tue, je ne ferai que quelques mois de prison. T'aimes ta fille, t'aimes la regarder, je vais te crever les yeux. Tu seras une handicapée, tu pourras plus rien faire de ta vie. Donc là, je me suis dit, je vais mourir. Tant que je ne serai pas rouée de coups ou quasiment morte, je me suis dit, la justice ne fera rien. Et je m'en souviens une fois lui avoir dit, mais ta fille, elle va te détester quand elle va grandir. Quand elle va voir que tu me tapes. Je m'en souviens, il a rigolé, il me dit non, elle va pas me détester, elle va faire comme moi, elle va apprendre le silence et tu sais quoi, on va te frapper à deux. Il me disait vers la fin, en rigolant quand il menaçait, en plus il me dit c'est vraiment le temps de changer. Regarde, la petite, ses cheveux poussent, elle est blonde, t'es brune, pas de ressemblance. Donc il me dit, tu te rends compte, je me débarrasse de toi, je trouve une nouvelle fille blonde. Alice, elle est tellement petite qu'elle aura aucun souvenir de toi. Donc si je m'en trouve une, voilà, ce sera comme sa vraie maman. Il me dit, toi, tu n'auras jamais existé à ses yeux. J'essaie de me plier aussi en 4 pour essayer de lui faire plaisir, en me disant peut-être que ça va s'arrêter. Parce que je voyais, ça faisait que d'augmenter. Il me prenait la gorge, il me dit, tu parles à tes collègues. Je fais une garde à vue, mais il m'a dit, je te tue, je te crève, je te bute. Et jusqu'à ce qu'il mette à exécution ses menaces de mort en avril 2018, où là, j'ai cru mourir sous les yeux de ma fille. Donc il est rentré. Là, j'entends beaucoup de bruit, la porte et tout ça. Je me relève. Et pareil, je lui dis, non, mais là, c'est stop, tu fais plein de bruit, la petite va se réveiller, on se dispute. Il me fait mal, je lui demande de quitter l'appartement, d'aller dormir chez sa mère, il voulait pas. Je repars dans la chambre de notre fille et je me suis à peine allongée que, hop, j'ai été soulevée, voilà, je me suis écrasée sur la table de chevet et là, voilà, j'ai vu sa tête, son regard noir, je vais te tuer. Et là, il était sur ma gorge. Et là, j'ai senti que c'était pas comme d'habitude. Il m'a étranglée, on s'est bagarré, donc forcément ma fille s'est réveillée. Donc après, je sais plus ce qui s'est passé, j'ai perdu connaissance une première fois. Et quand je me suis réveillée, j'étais sonnée, il y avait plus ma fille à côté, j'entendais des hurlements. Donc je me suis dit, mais qu'est-ce qu'il est en train de lui faire? Et quand je suis arrivée dans le séjour, il la tenait fort, elle était en train de hurler, il y avait ses larmes qui coulaient. Et là, je me suis dit, non mais là, tu me la redonnes, là, tu lui fais mal. T'étais là, tu la serres, tu l'étouffes, et il a pas voulu. Donc je lui ai repris de force, et je sais pas pourquoi, mon réflexe a été de courir dans sa chambre et de la remettre dans son lit, sauf que j'ai à peine eu le temps de me baisser, de la remettre, hop, et puis là il m'a dit, mais je vais te tuer. Là je me suis dit, en fait, il faut que je sorte de l'appartement, prévenir les voisins. J'ai réussi voilà, à le faire tomber, et j'ai couru jusqu'à la porte d'entrée. Et quand j'ai voulu ouvrir la porte d'entrée, la porte était fermée à clé. Donc du coup, je me suis dit, je vais sauter par la fenêtre. Mieux vaut se casser une jambe que se faire étrangler. Et là, il est arrivé, j'ai pas eu le temps de sauter par la fenêtre. Il m'a éclaté la tête contre le mur à plusieurs reprises pour bien me sonner. Je suis tombée par terre, il s'est mis à califourchon. Voilà, je vais te tuer, c'est 20. Et voilà, j'avais quasiment plus de force et je ne respirais plus. Je me suis dit, c'est bon, je vais mourir. Voilà. Et là, le miracle qui s'est produit, les voisins ont été courageux. Ils ont fait leur devoir, ils ont frappé à la porte. Et ce qui a fait qu'il a lâché. Il n'y aurait pas eu les voisins ce soir-là qui auraient frappé à la porte, je serais morte. Ils m'auraient tuée. Donc après, la police est arrivée, les pompiers, mes parents, et j'ai déposé plainte. En plein milieu de la nuit, j'avais la gorge écrasée, j'étais explosée de partout. Franchement, c'était horrible. Mon père me regardait, j'avais honte. Là, il savait dans l'état que j'étais, ce qui s'est passé cette nuit-là. Je me suis dit, il va me poser d'autres questions, le policier, s'il y a déjà eu des violences, et j'étais paralysée.
Et là, j'ai demandé aux policiers si tout le monde pouvait sortir et même mon père ne pouvait pas parler, j'avais honte. Lui, il a été interpellé quasiment tout de suite après, hein, dans la rue. Donc il a fait ses 48 heures de garde à vue et après il est parti en détention provisoire pour tentative de meurtre. Donc je me suis dit, c'est bon, je vais peut-être reprendre une vie normale et il va pas être relâché avant le procès d'assises. Et là, coup de théâtre, 1 mois et demi après, mon avocate me contacte en fin de journée, elle m'a dit il est dehors. J'ai eu envie de sauter dans le vide et j'ai ma fille qui m'a appelée. Et là, je me suis dit non, non. Faut pas que je fasse de bêtises, il va falloir que je sois forte, très forte, parce que là, je savais que j'allais être en danger. On vous dit qu'à la moindre infraction, cet homme retourne en détention provisoire, c'est du pipeau. En gros, la seule chose qui remettra cet homme en détention provisoire, c'est quand il m'aura tué. Et on lui accorde quand même un droit de visite médiatisé d'1 fois par mois, malgré qu'on constate l'état de ma fille, qu'elle a un syndrome post-traumatique très sévère, que le médecin dit qu'il faut surtout qu'elle ait aucun contact avec lui. Elle a eu un gros retard de langage, elle n'arrivait pas à parler, elle poussait que des hurlements, elle a mimé les gestes d'étranglement quasiment tous les matins, elle a pu dormir dans sa chambre, elle dormait avec moi, elle faisait des cauchemars, toutes les heures elle hurlait, elle se réveillait, donc ça a été très très dur. Alors ma fille, elle va mieux, elle se reconstruit, hein. Donc depuis cette nuit-là, elle n'a plus jamais vu une seule fois son père. Elle ne l'a jamais réclamé une seule fois. D'ailleurs, quand on en parle, ça déclenche des crises d'angoisse. Et elle parle beaucoup mieux, elle a fait beaucoup de progrès, donc je dois beaucoup aussi aux médecins. J'ai la chance d'avoir mes parents qui sont tout le temps là, entourés de leur amour, qui veillent toujours sur nous, mes amis. Après, pour moi, c'est plus difficile. Il y a 2 semaines, même pas, il y a eu l'audience pour la demande d'aménagement de peine. Et j'ai appris qu'il n'a pas été sanctionné. En fait, pour moi, il a été récompensé. Cet homme a eu le droit à 4 permissions de sortie. Et j'ai même pas été prévenue. Et j'apprends en plus que sa nouvelle domiciliation est pas loin de mon domicile. Et ça pose pas de problème au SPIP, à l'administration pénitentiaire. Au bout d'un moment, je me dis, quand est-ce qu'on pense aux victimes? Déjà, je continue à me battre pour ma fille. Et moi, j'ai envie qu'elle grandisse en fait dans un meilleur monde. Et je me suis dit, sûrement, moi, j'en profiterai pas. Je sais pas, peut-être que voilà, je vais peut-être mourir demain, dans 6 mois, dans 1 an, je ne sais pas. Alors si je devais parler à la petite fille que j'étais, déjà je voudrais lui dire qu'elle garde toujours, toujours confiance en elle et surtout qu'elle n'accepte jamais de se faire dénigrer, de se faire toucher et qu'elle n'est responsable de rien. Si quelqu'un l'insulte, si quelqu'un la frappe, ce n'est pas de sa faute. Et ça, c'est vraiment important. De ne jamais avoir honte. La honte, ce n'est pas aux victimes de l'avoir, c'est à l'auteur d'avoir honte de ce qu'il a fait.